Bonjour tout le monde, ça va? Merci d'être là. Un vendredi après-midi, avant le week-end, vous êtes vraiment trop sympa. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus à des sessions du programme Savoir et Culture l'année dernière? Ouais, c'est tout? Une seule personne? Incroyable. Ouais, toujours la même qui lève la main. Bah écoutez, du coup, je représente un petit peu le programme et le contexte avant de vous présenter Monsieur Jamy. Je crois que j'ai le droit d'enlever mon masque quand je parle. Donc Savoir et Culture, c'est un programme qu'on a développé avec le CNC qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup au CNC, merci à Cécile qui m'a aidé à organiser ça. Et avec Arte, qu'on a lancé l'année dernière. L'idée de ce programme, c'était d'accueillir des créateurs comme vous, des gens qui ont des chaînes YouTube ou qui travaillent avec des chaînes YouTube pour les aider à développer leur audience, à développer leur monétisation. On a tout un tas d'institutions culturelles qui font partie du programme. On a une première commission qui s'est déjà réunie, la seconde arrive en décembre. Donc on espère, c'est encore en finalisation, renouveler ce fonds pour 2022. Et enfin, on a Arte, évidemment. Arte qui nous aide à mettre en avant ces contenus sur YouTube, sur un onglet qui s'appelle Savoir et Culture, que vous pouvez trouver sur la plateforme, et puis en télévision. Moi, je gère ce projet, je m'appelle Romain Cabrelier, c'est écrit au-dessus de moi. Je m'occupe de toute la partie créateur sur YouTube en France. Et encore une fois, on est ravis d'être là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ta vie, ton œuvre? J'aime pas beaucoup parler de moi, parce que quand on parle de soi, on parle de sa vie, publique, privée, secrète. C'est pas de moi, hein, c'est Romain Gary. Dans un homme, il y a 3 personnages. Il y a l'homme public, l'homme privé et l'homme secret. Donc, je veux bien vous parler de l'homme public, et ça déborde toujours un petit peu sur l'homme privé, parce qu'il y a des inspirations qui obligatoirement touchent à la personnalité, mais en général, ça s'arrête là. Alors, vous parlez de moi, je me considère d'abord et avant tout comme un passeur. J'ai une formation de journaliste. Je ne suis pas scientifique, mais je pense aujourd'hui avoir une petite culture scientifique. Je fais bien la différence entre la connaissance scientifique comme outil qui va être utilisé par le scientifique, que ce soit le chercheur, l'ingénieur, le technicien, et la connaissance scientifique qui fait partie de notre bagage culturel. Moi, c'est celle-ci que j'essaie de véhiculer, non pas pour générer de nouvelles vocations de scientifiques, mais pour faire en sorte que chacun d'entre nous, les téléspectateurs quand c'était la télévision, les lecteurs quand ce sont des bouquins, ou toutes les personnes qui appartiennent à ma communauté, prennent du plaisir, s'épanouissent à travers la connaissance, et en particulier les connaissances scientifiques. Voilà. Donc j'essaie de véhiculer en fait le plaisir que je prends à apprendre et à comprendre. Et c'est vraiment ce qui a guidé toute mon activité depuis que je travaille, depuis que j'ai écrit mon premier article. J'ai toujours eu à cœur de partager le plaisir que j'avais eu à découvrir des sites, des informations, des concepts, des personnages. On ne va pas refaire C'est pas sorcier, tout le monde connaît, mais je disais que voilà, tu avais à cœur de partager cette connaissance, et donc tu t'es lancé finalement sur YouTube pendant le confinement. Est-ce que c'était motivé par cette envie pour toi de partager au plus grand nombre? C'était quoi l'objectif pour toi? Oui, obligatoirement, il y avait un peu de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient un outil de partage. Moi, quand j'ai commencé à bosser, bon, je suis un petit peu un dinosaure, hein. Il y avait la presse écrite, la radio et puis la télévision, mais il n'y avait que quelques chaînes de télévision, radio. Donc, avec le temps, tout cela s'est multiplié. L'offre s'est démultipliée, et à chaque fois que l'offre se démultiplie, eh bien, ça donne la possibilité à de plus en plus de personnes de s'exprimer. Et puis, au tournant des années 2000, eh bien, il y a YouTube qui arrive, vers lequel moi je suis allé doucement en tant que consommateur dans un premier temps. La situation a fait que je me suis engouffré dans la brèche avec bonheur.
Et donc là, quand tu fais ça, tu es dans ton jardin. C'est-à-dire que tu n'es plus du tout dans un contexte télé que tu connais bien. J'aime bien quand tu dis t'es dans ton jardin, parce que c'est à la fois au sens propre et figuré. C'est exactement ça. Ça a commencé, cette aventure a commencé au moment du premier confinement, le premier jour du premier confinement. C'est ma compagne, mon épouse, qui a eu l'idée. Vous avez peut-être entendu parler de la petite caméra. Il y avait la petite voix dans C'est pas sorcier. Bien là, il y a la petite caméra. Ce sont deux personnes différentes, je tiens à le faire remarquer. Et donc, c'est Manuela qui a eu l'idée, qui m'a dit 2 jours avant, tu devrais faire une vidéo quotidienne. À ce moment-là, j'ai appelé Adrien, qui est présent ici, mon CM. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, ah, c'est une super idée, machin. Et puis, voilà, l'aventure est partie, d'abord sur les réseaux, sur Twitter. Et puis, ça a été très rapide. Au bout de quelques jours, il y a des enseignants qui m'envoyaient des messages et qui me disaient, mais il faut rendre ces vidéos plus accessibles. Et le seul moyen de les rendre plus accessibles, il y a certains enseignants qui rechignent à inciter leurs élèves à passer leur temps sur Twitter ou Insta ou d'autres réseaux. Et donc, la seule solution, c'était de créer une chaîne YouTube. Et à ce moment-là, eh bien, on est entré en contact et puis on a commencé à bosser ensemble. C'est allé très vite. Donc, on est passé de Twitter à YouTube. Les vidéos ont gagné quelques petites dizaines de secondes et puis ensuite des minutes. Et puis, l'équipe s'est étoffée. L'équipe s'est très étoffée. Et voilà, aujourd'hui, on produit une vidéo par semaine au minimum. Des vidéos qui font, allez, on va dire, entre 8 et 15 minutes. C'est vrai que la règle sur YouTube à l'époque, moi j'ai commencé il y a 10 ans, c'était vraiment 3-5 minutes, c'était un peu les formats sketch qu'on voyait souvent. Aujourd'hui, tu as vraiment des vidéos qui durent 1 heure et demie, qui sont vues. Nous, on voit des taux de complétion hyper longs sur la plateforme. Et l'écran, en fait, qui gagne le plus de temps passé en croissance, c'est la télé. C'est un écran de télé, finalement. Donc les gens regardent YouTube sur la télé. Donc je fais une petite transition. Donc là, je t'ai mis 3 vignettes. On a en haut à gauche ta toute première vidéo dans ton jardin, comme je le disais. On a La mer est bonne. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette vidéo? Tu sais ou pas? Oui, je crois que c'est l'une des plus vues. Ouais. Plus d'un million, 1,1 million vues. C'est la plus vue. Je vois Adrien qui acquiesce, qui connaît les statistiques. Adrien regarde ça tous les jours. Et puis, cette vidéo-là, qui, je pense, fait un petit peu écho à ce que tu disais quand tu disais que tu étoffais un petit peu ton équipe et finalement que tu te professionnalises un petit peu, finalement, alors que tu es déjà un grand pro, mais c'est Épicurieux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, se professionnaliser parce que... c'est-à-dire qu'au début, cette aventure, elle a commencé, comme on l'a dit, dans mon jardin, avec des bouts de ficelle, entre guillemets. Évidemment, moi, j'aime bien les choses bien faites. Et une fois que le confinement a été terminé, qu'on pouvait avoir accès à d'autres moyens techniques, eh bien, j'ai eu envie de produire des vidéos plus marketées, avec un meilleur son, une meilleure image, une écriture plus léchée. Moi, j'aime bien je suis très, très attentif à l'écriture et Adrien, qui est là, pourra le confirmer. J'aime écrire, que ce soit sur le papier ou des vidéos, mais il y a un scénario, il y a une histoire avec un début, une fin, un milieu, un rythme, des séquences qui doivent qui ne doivent pas être trop longues, qui doivent être suffisamment illustrées, etc., etc. Ce sont des codes qui ne sont pas forcément des codes de la télévision, qui sont des codes qui permettent au public justement d'emmagasiner ce qui va être dit. Alors, est-ce que c'est des choses que j'ai apprises? Oui, avec le temps, mais j'ai pas suivi de formation pour ça. Mais il y a un moment donné où on sent les choses, on sait jusqu'où il ne faut pas aller. Donc voilà, au moment où les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre d'un point de vue sanitaire, j'ai eu envie de faire les choses un peu mieux, et c'est à ce moment-là que j'ai créé Épicurieux. Est-ce que Épicurieux, est-ce que ça va devenir est-ce qu'un jour on verra sur Épicurieux quelqu'un d'autre que Jamy qui présente?
C'est possible. C'est possible? C'est possible, Ok. absolument. Ouais, j'aimerais bien. Avant d'être une image épicurieux, c'est une chaîne sur laquelle je veux diffuser de la connaissance, des contenus. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Je continue à faire de la télévision, Le Monde de Jamy. Et c'est rigolo parce que pendant des années, on a opposé YouTube, les réseaux avec la télévision. Moi, j'ai toujours considéré que ces supports étaient très poreux et que les uns se nourrissaient des autres, avec des différences, des grandes différences. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais ce sont des milieux qui sont poreux. Et c'est pas forcément YouTube qui va aller chercher des idées à la télévision, quoique ça peut arriver, mais l'inverse se produit aussi, puisque après la naissance d'Épicurieux, eh bien, France Télévisions m'a demandé de réfléchir à un programme qui avait un petit peu cette teneur, et on aura peut-être l'occasion de parler de justement ce qui différencie la télévision de YouTube et des réseaux, mais un programme qui avait un petit peu cette couleur, cette atmosphère, et c'est devenu donc une émission quotidienne qui est diffusée sur France 5 et qui s'appelle C'est Jamy, et qui est aussi enregistrée dans mon atelier, là où j'enregistre les programmes des Épicurieux. Donc vous voyez, tout ça, on crée une sorte d'écosystème, et là c'est un écosystème autour de la connaissance que j'aime beaucoup. Ouais, j'ai regardé sur YouTube, effectivement, et ça faisait 1,2 million, je crois, en termes d'abonnés, ce qui est énorme. Enfin, il y a tout le monde, je crois, dans la salle à une activité sur YouTube. C'est absolument colossal, surtout pour une chaîne qui a été lancée il y a 1 an, quoi. Bah, c'est la question des sources. Comment on fait quand on n'est pas un scientifique, tu vois, pour pas dire de bêtises, dans un média qui va être, enfin, dans une vidéo qui va être potentiellement vue des centaines de milliers de fois. Alors, moi, j'ai une formation de journaliste. J'ai fait une école de journaliste. Et donc, j'ai personnellement acquis des réflexes de journaliste. On choisit ses sources, on multiplie ses sources, on vérifie l'information plusieurs fois. C'est le b.a.-ba. Je maintiens toujours sur mes vidéos épicurieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une équipe de journalistes qui travaille sur tous les contenus. Et tous les contenus, enfin c'est la consigne que je donne. Après, je ne suis pas derrière tout le monde, je ne suis pas un gendarme, mais tous les contenus sont en théorie vérifiés. Vérifiés par des scientifiques, par des organismes qui sont experts dans une question. Voilà, on a, je crois, encore une plus grande responsabilité quand on est sur un support comme YouTube que lorsqu'on est sur un autre support. Quand je travaille pour une émission qui est diffusée sur France Télévisions, il y a un rédacteur en chef, il y a un éditeur, il y a des gens qui peuvent endosser une part de la responsabilité. Sur YouTube, j'endosse seul la responsabilité. Donc, ça veut dire une vigilance encore plus grande. Parce qu'en plus, vous le savez, sur YouTube, tout le monde peut intervenir. Tout le monde peut faire des remarques. Tout le monde peut dire il y a une erreur ici. Il y en a... Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreur. J'en fais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'on fait une erreur, on accepte l'erreur, on la corrige si l'on peut, mais c'est aussi une forme d'échange. Quand on me dit « Ah, là, j'avais entendu dire que c'était plutôt ça », et bien là, on peut entrer dans un échange. Ou parfois, on dit « non, voilà mes sources, voilà ce que pensent les experts ». Bonjour, je m'appelle Charles. Je me posais une question. Vous avez créé cette chaîne et diffusé ces vidéos justement à une période où beaucoup de gens remettent en question ou contestent l'autorité scientifique ou des données scientifiques. Comment vous réagissez à ça? Puisque j'imagine que même dans les commentaires de vos vidéos, il doit tomber des flots de choses pas très propres. Comment vous, soit à titre personnel, soit à titre professionnel, vous réagissez à ces remises en question-là? Quand il y a un commentaire, on peut très rapidement analyser l'objectif du commentaire. C'est-à-dire qu'on devine très vite s'il s'agit
d'une question, s'il s'agit de la formulation d'une opinion, et à ce moment-là, je sais que je ne convaincrai pas quelqu'un qui croit en quelque chose, j'aime bien dire croit, parce que quand on est dans une conversation, dans un échange avec une personne qui invoque une croyance, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas le convaincre du contraire, puisque c'est une croyance. Et puis, parfois, eh bien, on est face à des personnes qui réellement se posent des questions et nous arrivons assez facilement à identifier la question qui est vraiment de l'ordre d'une question. Quand on a fait une vidéo sur les vaccins, par exemple, quand j'ai expliqué comment fonctionnaient les vaccins et l'histoire des vaccins, évidemment, il y a eu des commentaires. Et dans les commentaires, j'ai tout de suite repéré les personnes qui voulaient exprimer leur opinion et celles qui voulaient poser une question. Voilà. Et à celles qui posaient des questions, eh bien, je répondais. À celles qui exprimaient une opinion, l'objectif n'était pas de créer un échange d'opinions à travers cette vidéo, mais plutôt de transmettre des connaissances. On a parlé de vigilance. C'est ce qui nous impose d'être extrêmement vigilants et de bien vérifier nos sources. Sinon, très vite, on peut être décrédibilisé. Super, génial, plein de questions. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Audrey. Bon, je ne sais pas si je vais vous réussir à vous tutoyer. Mais du coup, vous parliez des commentaires sous les vidéos. C'est vous vraiment qui y répondez. Enfin, je sais que vous avez aussi un community manager du coup. Mais je trouve ça intéressant parce qu'avant, vous étiez à la télé. Et je me dis, le rapport à son public, il est très différent quand on crée une chaîne YouTube. Alors, exactement, le rapport est totalement différent. Alors, je ne réponds pas à toutes, mais je réponds à une grande... Allez, on va pas dire une grande partie, je réponds aux questions qui souvent, celles que j'estime qui méritent un développement, une confirmation. On ne peut pas répondre à toutes quand vous avez 700 questions, 700 commentaires qui déboulent. Vous ne pouvez pas répondre à tous, vous êtes obligé de faire un tri. Et puis très souvent, ce qui est intéressant, c'est que derrière, des conversations s'engagent, des échanges s'engagent. Alors, je réponds à certaines, mais parfois, c'est la petite caméra qui répond. On travaille vraiment, j'ai la chance de travailler en très étroite collaboration avec la petite caméra. Nos journées sont rythmées comme du papier à musique. Le matin, notre première tâche, c'est d'ouvrir nos ordis et de lire les commentaires. Et c'est la première des choses que nous faisons le matin. Alors moi, très souvent, je me lève assez tôt, même un peu plus tôt, je suis sur autre chose. Mais avec Manuela, on balaye les commentaires et souvent, je dicte. On répond ça, on répond ça, on répond ça, on répond ça. Et tu as un format aussi où tu prends des questions sur d'autres réseaux et tu y réponds en vidéo. Absolument. C'est le format Dijami où il y a des questions qui sont posées. Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est une source d'inspiration. Pour répondre, une source d'inspiration, donc pour créer des contenus, mais également pour mes autres productions, que ce soit Le Monde de Jamy ou C'est Jamy. Là, c'est très drôle parce qu'il y a une question qui est arrivée. Alors, elle a été reposée aujourd'hui. Elle a été posée il y a 2-3 jours. Une maman qui donne le nom de sa fille, qui a 7 ans, et qui pose une question géniale. C'est pourquoi le goût évolue avec le temps. Et c'est pile poil l'une des questions auxquelles on va répondre dans un prochain Monde de Jamy qu'on va tourner à partir du printemps prochain. Parce que j'aime ces questions d'enfants qui sont en fait des questions que les adultes n'osent pas poser ou ont oublié de poser. Parce que la réponse est hyper intéressante et elle n'intéresse pas que les enfants. Elle nous intéresse, nous tous. Se dire, mais oui, pourquoi, quand je suis enfant, je déteste le goût amer. Les endives. Pourquoi j'aime pas les endives, pourquoi finalement, avec le temps, je vais apprendre à les aimer. Et pourquoi même, parfois, vous faites goûter une gorgée de vin à un enfant, il va trouver ça horrible. Et vous goûtez le même vin 30 ans plus tard, et vous allez y trouver
des parfums de vanille, d'amande, de beurre roussi, etc., de noisettes. Voilà le genre de questions auxquelles j'aime bien répondre et que je trouve sur les réseaux. Alors j'en profite, je sais qu'il y a une autre question, mais du coup j'avais une seule vidéo que j'ai mise dans cette presse de 3 slides et qui a un petit rapport avec ce qu'on est en train de se raconter sur ton rapport avec ta communauté. Donc je la lance. Ça y est, Épicurieux a 1 an. Grâce à vos messages, vos questions, vos partages qui avaient rendu possible le succès d'Épicurieux. Alors pour vous remercier de votre fidélité, je vous invite sur le tournage de l'une de mes vidéos. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Il suffit d'inscrire en commentaire avec qui vous souhaitez vivre cette expérience. Et pour maximiser vos chances, sachez que vous pouvez participer sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, partout où cette vidéo est postée. J'ai hâte de vous rencontrer et pour tous les autres, rassurez-vous, de nombreuses surprises arrivent sur Épicurieux. Croyez-moi, cette 2e année, ça va être du gâteau. En fait, c'est sympa quand même de voir cette proximité que tu as avec ton audience, ta communauté, que tu entretiens finalement avec ces formats et ce genre de vidéos. Ben oui, c'est ce qui fait la différence. D'ailleurs, tout à l'heure, la question a été posée sur la différence entre la télévision et YouTube ou les réseaux. C'est très difficile à exprimer parce que souvent on me pose la question. Je ne peux qu'exprimer des sensations, des impressions. C'est-à-dire, je sais qu'instinctivement, je mets un filtre. Et que lorsque je m'exprime, je fais une vidéo pour YouTube, ce filtre saute instantanément. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, peut-être parce que ça ressemble un peu à ce que je suis en train de faire là. L'impression que je suis en prise directe avec celles et ceux qui me regardent à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de filtre, qu'on ne m'oblige pas à me tenir d'une certaine manière. Voilà. J'éprouve vraiment avec YouTube une sensation de liberté que je ne peux peut-être pas avoir ailleurs. Le simple fait de se dire que ben voilà, tel sujet, ça durera 7 minutes, et puis la semaine d'après, ça en durera 10, en fonction de ce que je juge nécessaire, en fonction du temps que je juge nécessaire de consacrer à ce sujet. Déjà c'est quelque chose d'énorme, parce que vous ne pouvez pas savoir, en télévision, c'est une contrainte complètement dingue. Quand on vous dit il faut faire 52 minutes, il faut faire 26 minutes, il faut en faire 90, il faut en faire 110, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que, enfin, c'est compliqué. C'est une contrainte. Alors que quand vous exprimez en prenant le temps que vous voulez, c'est comme lorsque vous écrivez un bouquin. On peut faire 60 pages, 110, 200. C'est vous qui décidez. Et ça, c'est une grande liberté. Bonjour. Bonjour. Ophélie de la chaîne Ta Mère Nature. Je voulais juste savoir quel était ton process pour choisir tes sujets. C'est un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'essaie de choisir des sujets qui sont dans l'air du temps. C'est-à-dire que, bon, j'ai un petit peu d'expérience. Enfin, ça fait quelques années. Donc, je ne sais pas pourquoi, je me dis que tel ou tel sujet va être, comment dire, faire partie des préoccupations du public à tel ou tel moment. Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent là-dedans. Il y a un côté saisonnalité, il y a un côté proximité des sujets par rapport aux préoccupations des personnes. Il y a un côté, il y a une temporalité par rapport aux sujets qui sont dans l'air du temps à ce moment-là. Mais parfois, ça peut être tout l'inverse. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, eh ben, je peux le briser complètement. Me dire, oh là là, chaque année, on entend tout le temps parler de ça à telle période, eh ben, on va changer. Je vais casser le truc, mais ce sera intentionnel. Ce ne sera pas systématique, mais il y a toujours, de toute façon, une réflexion
qui consiste à se mettre à la place du public. Depuis que je fais ce métier, mais c'était vrai aussi en radio et en presse écrite, je me suis toujours obligé à me mettre à la place du public. C'est à me dire, bon, dans 15 jours, est-ce que, ou dans 3 semaines, ou dans un mois, allez, je regarde le calendrier, on sera telle date, on imagine dans quel contexte on est, est-ce que ce type de programme peut être bien reçu? Et parfois, je me dis non, c'est pas le bon moment. On le diffusera à un autre moment. Ou alors, oui, mais il va falloir l'écrire plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. Mais toujours tenir compte du moment où il va être vu pour la première fois. Puisqu'effectivement, après, bon, il y a les playlists et après chacun... Mais au moment où il arrive sur la chaîne, l'objectif quand même, c'est de faire en sorte que le programme soit en adéquation avec les préoccupations des gens qui regardent. Et ces préoccupations, eh bien, elles sont liées aux sujets d'actualité qui sont dans l'air du temps. Ils doivent être en adéquation avec la saisonnalité. Voilà. Alors, pas coller pile poil à l'actualité, ça, j'aime pas ça, mais être dans l'air du temps. Mais ça m'impose, et je le fais aujourd'hui, je pense, assez naturellement. C'est toujours me mettre à la place du public. Toujours, toujours, toujours. Et alors je le fais pour le choix des sujets, mais je le fais aussi dans l'écriture. C'est pour la même raison. Quand on travaille sur un sujet, parfois il m'arrive de recevoir un sujet qui est écrit par un journaliste. Je vais complètement modifier l'ordre qui m'est proposé. Je vais transformer, rajouter des séquences, en enlever, casser des séquences, en faire 2 à la place, 3 à la place d'une. Quand je lis le sujet, je me dis non, on peut pas amener cette quantité d'informations comme ça d'un seul coup. Il faut qu'il y ait une relance à un moment donné. Il faut qu'il y ait une illustration. Il faut qu'il y ait un gag à un moment. Il faut mettre du rythme. Donc, tout ça fait partie d'une même démarche. La démarche qui consiste à se mettre à la place de celui qui va recevoir le programme et puis ensuite adapter son contenu par rapport à cette temporalité. Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est très difficile de répondre. J'ai pas une grille. Il n'y a pas de règle majeure. Alors oui, j'en fais, mais c'est pas parce que quelque chose vient de sortir que je vais en parler au moment où ça sort. Parfois, je vais me dire, j'attends. Parce que c'est étonnant, parce que il y a toujours un contre-exemple. Quand Thomas Pesquet est revenu sur Terre, j'ai rien fait. Parce que tout le monde en parlait. Quand il est parti, j'ai fait, mais assez longtemps avant. Pas au moment où tout le monde en parlait, parce que sinon, on se retrouve noyé dans un flot d'informations. Quand bien même ça fait 25 ans que je fais ce boulot, j'ai pas les mêmes moyens qu'une chaîne de télévision qui va pouvoir traiter le sujet de manière beaucoup plus approfondie. Donc, mais oui, je fais cette veille. Alors, moins que dans une rédaction, moins qu'à France 2, France 3, TF1 ou d'autres chaînes. Mais cette veille, en fait, quand je dis une veille, mon premier job le matin quand je lis la presse, sont les pages sciences. Et puis après, c'est Epsilon, Sciences et Vie, Sciences et Avenir. Bonjour. Tu as commencé à la télévision et les codes étaient différents, c'était des formats plus longs où j'imagine que tu avais moins peur que le spectateur éteigne sa télé et s'en aille. Et puis tu es passé sur YouTube et même encore pire sur Instagram et TikTok où c'est très dur de garder l'attention des gens. Comment est-ce que tu as changé ton écriture pour tenir compte du fait que si quelqu'un s'ennuie parfois pendant 5 secondes, il va partir? Alors c'est une écriture probablement un peu plus vive. Avec alors il y a l'écriture sur le papier, enfin sur l'écran, et puis après il y a l'écriture, il y a la scénarisation.
Dans la scénarisation, j'interviens, mais le réalisateur va intervenir aussi. Le monteur va aussi intervenir. Donc c'est une réalisation croisée. Donc tout le monde apporte sa pierre. Mais j'ai envie de te dire, là où je suis le plus vigilant, c'est que j'essaie d'avoir un propos le plus concis possible. Ce qui n'est pas facile, parce que notamment en sciences, si on veut être concis, il faut faire attention à ne pas faire trop de raccourcis, parce qu'en faisant trop de raccourcis, eh bien, on dit vite des bêtises. Donc, ça fait partie des outils que j'utilise. Et puis après, c'est l'illustration. C'est l'illustration sonore, c'est des gimmicks qui vont revenir, c'est un deuxième personnage que j'ai inventé. Voilà. C'est des petits artifices pour donner du rythme. Mais je ne suis pas sûr que, tout à l'heure, tu disais, quand on est à la télévision, on s'en fiche de voir partir le téléspectateur. Comment tu fais pour les retenir sur YouTube? Je ne suis pas sûr que ce soit dans ce sens que ça marche. Parce que cette grande liberté aussi qu'on a sur YouTube, c'est aussi le fait de se dire, j'ai envie de raconter, voilà ce que je juge important, et voilà ce que je vais dire. J'ai personne pour me dire, ah oui, mais tu sais, ce sujet, ça n'intéresse pas. Non, on parle plutôt de ça. Non. Si j'ai envie de parler d'un sujet sur YouTube, je le fais. En me disant, j'espère que ça va plaire. Mais je ne m'impose pas de sujets qui systématiquement vont attirer du monde. Alors, on a des petits trucs. Je dis, ah tiens, je vais parler de ça, puis en parlant de ça, je pourrais parler d'un phénomène un peu plus compliqué. Mais j'ai cette liberté que je n'ai pas forcément à la télévision. À la télévision, quand un programme passe en prime time, l'objectif, c'est que ça fasse de l'audience. Ça ne veut pas dire qu'on va dire tout et n'importe quoi pour faire de l'audience, mais ça veut dire que c'est pas simple. L'équation, elle est compliquée. Alors on a la chance moi j'ai la chance de travailler sur des documentaires qui durent presque 2 heures. On a le temps de travailler. Quand on est sur YouTube, une vidéo par semaine, il faut être agile, il faut aller vite. Donc, je veux dire, chaque support a ses avantages et ses inconvénients. Je rebondis sur ta question. Du coup, ça veut dire que tu acceptes aussi l'échec, forcément. Il faut l'accepter, l'échec. C'est indispensable. Indispensable. Il faut accepter l'échec, il faut se poser la question pourquoi ça n'a pas marché. Parce que c'est une science qui est compliquée. Extrêmement compliqué. Parfois, on fait des sujets où on va se dire « Ah, ça va marcher à tous les coups. » Et puis, rien. Les résultats escomptés n'arrivent pas. Et puis, parfois, on a de drôles de surprises. On fait un sujet, on se dit « bof », et puis ça fonctionne. Pour revenir d'ailleurs, toutes vos questions sont un peu liées les unes aux autres. Par rapport à la veille et par rapport au choix des sujets, il y a aussi la question du format est importante. Quand je faisais les premières vidéos qui duraient 1 minute, bien fatalement, je choisissais des sujets qui étaient que je pouvais traiter en 1 minute 30. Pas tous les sujets. Et pour tous les autres formats, c'est pareil. Parfois, il y a des sujets dont j'aimerais bien parler, mais je me dis non, j'ai envie de faire une vidéo qui va faire 5, 6, 7 minutes. Ce sujet, j'ai pas assez d'infos pour en parler. Donc le choix s'opère aussi un peu comme ça. Il y a plusieurs paramètres dans le choix d'un sujet. Mais je dirais que le premier des paramètres, le premier, et ça c'est super important, c'est de choisir des sujets qui vous plaisent. C'est quand vous faites votre veille, quand vous allez balader sur Internet, sur YouTube, quand vous lisez, quand vous rencontrez des gens, soyez toujours à l'affût de vous dire « Ah, ça c'est un sujet, ça j'ai envie d'en parler ». Et en fait, 80% des sujets que je choisis, je les choisis comme ça. Je les choisis par goût, par appétence. Je vois un truc, et parfois c'est un petit détail. C'est-à-dire que vous entendez quelque chose à la radio, à la télévision, sur YouTube, dans un bouquin, un détail, et vous dites « Ah, là j'ai mon sujet ».
C'est ça que j'ai raconté. Ce qui n'était pas forcément l'angle du sujet que vous avez consulté au départ. Mais vous allez trouver dedans la petite ficelle que vous allez tirer. Moi, je prends du plaisir. Il y a 2 moments où je prends du plaisir. Il y a le moment où je finis l'écriture d'un scénario, alors que je n'ai pas toujours écrit entièrement. Hein. Je vous ai dit, c'est toute une équipe qui travaille. Mais quand j'ai rebalayé le scénario, que j'ai remis les séquences dans l'ordre que je voulais, que j'ai rajouté mes petits trucs, mes petits jeux de mots foireux, mon Jamy 2, mais voilà, quand j'ai rajouté toutes ces babioles, là, ces trucs que vous pouvez trouver à la longue un peu lourdes, et que je regarde le truc, je dis « Ah, ça tient la route ». Et là, je suis content. Et puis le deuxième moment, c'est quand c'est tourné et que je me dis « Oui, ce qui a été mis sur le papier, c'était tout à fait réalisable ». Mais ça ne peut se faire que si vous avez choisi des sujets qui vous plaisent, des sujets que vous aviez envie de raconter. Parce que c'est ça finalement au début. Je me souviens de nos premières conversations que nous avons eues avec Romain, de dire, voilà, je me retrouve avec un support sur lequel je peux raconter, je peux expliquer des sujets que je n'aurais peut-être pas pu aborder sur d'autres supports, ou pas les aborder comme ceci. Bonjour Jamy, je m'appelle Ambroise. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est sur toi, est-ce que tu es un utilisateur de YouTube? Qu'est-ce que tu regardes? Et même plus largement, qu'est-ce qui t'inspire, même en magazine, en presse écrite ou en sujet télé? Est-ce que tu as des modèles ou même des choses plus passées quand tu étais petit peut-être qui t'ont fait dire on peut parler de sujets de cette façon-là et ça t'inspire? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses très connues qui t'énervent mais qui marchent quand même dans la façon dont c'est traité? Mes sources d'inspiration, j'en ai. Alors, moi, je ne suis pas un enfant de YouTube. Moi, je suis un enfant de la télé. Je suis un enfant de la télé et de la radio. Quand j'ai commencé à faire mon métier, je voulais faire de la radio. D'ailleurs, j'ai commencé par faire de la radio, qui est un exercice extraordinaire parce que la radio, même presque plus que la presse écrite, c'est là où j'ai appris à aimer les mots. C'est-à-dire que quand on fait de la radio, il faut qu'on fabrique des images avec des mots. Et finalement, quand on fait de la télévision et quand on fait des vidéos pour YouTube, ou parfois on a un déficit de support image, les mots sont super importants. Et donc, l'écriture est super importante parce que justement, pour combler ce déficit, il faut que dans notre écriture, on soit capable de fabriquer des images avec nos mots. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, celui qui regarde, voilà, sa machine virtuelle fonctionne. Vous créez des images avec des mots. Donc voilà, mon inspiration, elle est là avec, oui, quelques émissions, quelques personnages. Alors ça peut-être que je vais peut-être prononcer des noms que vous ignorez totalement. Quand j'étais enfant, moi, il y avait un personnage qui était historien, qui s'appelait Alain Decaux. Est-ce que ça vous parle, ce personnage, Alain Decaux? Alain Decaux, c'était un personnage il avait une émission qui s'appelait Alain Decaux raconte. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, voilà. Et il s'installait devant une table, comme ça. Il regardait la caméra et il commençait à raconter la fuite à Varennes. Il racontait la bataille d'Austerlitz. Il n'avait rien. Rien du tout. Il parlait. Il n'y avait aucun support. Ça durait 52 minutes. Il racontait une histoire. J'avais 10 ans et je regardais cette émission. Donc, c'est pour ça que je vous dis la force du sujet, quand on a envie de raconter quelque chose, quand on maîtrise le sujet, quand on a envie de le partager, eh bien, on peut parfois se passer d'images, d'illustrations pour faire passer la pilule. Donc ça, c'est mon premier source d'inspiration. Ensuite, il y a des journaux. Je ne vais pas vous dire Le Monde. Moi, depuis très longtemps,
je lis les articles sciences, les pages sciences du Figaro. C'est très clair. Ça a le mérite d'être extrêmement clair, très pédagogique. Ça, c'est pour la presse quotidienne. Mais je lis aussi Le Monde, hein, Le Monde daté du mercredi, les pages sciences, je les lis aussi. Je lis Science et Avenir, Science et Vie, Epsilon maintenant. Voilà, ce sont à peu près mes sources. Je suis quelques personnes sur l'environnement think tank. Jean-Marc Jancovici, par exemple. Futura Science. Après, je regarde Dr Nozman, je regarde David Loapre, qui a reçu un prix d'ailleurs, de diffusion. Alors je ne sais plus qui lui a remis ce prix. C'est très bien ce qu'il fait, c'est costaud, mais c'est très très bien. Je regardais Bruce d'y penser. Je suis moi plutôt à la recherche d'informations. Quand je regarde quelque chose, par déformation professionnelle, je vais chercher du contenu. Voilà. Moi je dis toujours, on n'invente rien, hein, on est des héritiers. Très présomptueux de dire je suis un héritier d'Alain Decaux, mais derrière il y a eu des gens comme Michel Chevalet, comme Jérôme Monaldi, qui a été avant C'est pas sorcier, qui avait déjà mis en place des codes qui ressemblaient un peu à ce que nous avons fait après, qui sont des codes finalement qui sont arrivés avec YouTube. La deuxième question, c'est très différent, pardon, c'est long. C'est en tant que personnalité exposée et puis plutôt aimée, je pense, des Français et puis qui a l'oreille aussi de beaucoup de gens, est-ce que tu te fixes des limites et comment sur les sujets dont tu parles en termes en termes de politique en fait? Est-ce que par exemple tu parlais des vaccins tout à l'heure, alors je ne suis pas sûr d'avoir vu la vidéo des vaccins, mais j'imagine que tu t'en tiens à un point de vue scientifique. Est-ce que tu pourrais faire des vidéos sur l'étude du comportement d'une foule, sur des sujets plus sociétaux, des sciences humaines par exemple? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as été des tentatives de récupération politique de certains? Enfin, comment tu mets une barrière ou pas? Je ne m'interdis pas de sujets, mais je ne veux pas parler de sujets sur lesquels je ne me sens pas légitime. On ne peut pas parler de tout et n'importe quoi. Et il y a des sujets, souvent on me demande d'intervenir sur tel ou tel sujet. Je ne le fais pas parce que j'estime que je ne suis pas légitime. Il ne faut pas confondre passeur et expert. On reçoit tous les jours des invitations à participer à tel ou tel colloque pour parler de climatologie, d'eau, d'énergie. Non. Alors j'ai une opinion. Mais je considère que ce n'est pas mon rôle sur les réseaux, sur YouTube, de diffuser mon opinion. Ça fait partie de ma vie privée. Moi, je suis là pour... c'est ce que j'aime faire. J'aime donner des clés pour vous permettre de vous faire une opinion. C'est ce que j'ai choisi. Je n'ai pas de démarche éditoriale politique. Ma démarche éditoriale, elle est dans la transmission des connaissances. Faire en sorte qu'à l'issue d'un de mes sujets, eh bien, on ait les éléments pour juger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait un discours froid. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'interdit pas d'émettre des hypothèses. Mais ces hypothèses, elles s'appuient sur des arguments chiffrés ou autres. Mais mes opinions, je les garde pour moi. Je n'ai pas envie de les diffuser dans cette sphère. Est-ce que tu pourrais imaginer, pour rebondir sur ta question, inviter une personne, tu citais tout à l'heure Jancovici, sur ta chaîne pour parler d'énergie? Oui, complètement, et j'ai très envie de le faire en plus. Voilà. Jean-Marc Jancovici, même s'il a une vision sur la production de l'énergie, il est assez consensuel sur ce qui se passe aujourd'hui et sur les moyens de nous en sortir. C'est pas non plus ce n'est pas un polémiste. Voilà. Il n'est pas arc-bouté sur certaines idées. Pour le coup, je pense qu'il y aurait sûrement un enjeu politique là. Parce que comme il a quand même des opinions assez claires sur le renouvelable versus le nucléaire. Sur le nucléaire, bien sûr. Ça pourrait être super intéressant de le voir lui sur ton format, je pense.
Bonjour. Bonjour. Je suis Ilias de la chaîne Dr Isa. Déjà, merci pour toutes vos informations. Et j'ai une question. Vous produisez beaucoup de contenu sur YouTube. Donc ma question, elle est très pratique. Combien de temps ça prend entre l'idée, la recherche bibliographique éventuelle, l'écriture, le tournage? Alors, c'est une journée. Une journée, une grosse journée, on va dire. Quand je dis une grosse journée, c'est aussi parce que, je vous l'ai dit, moi je fais ce job depuis plus de 20 ans. J'ai une petite expérience, j'ai un carnet d'adresses, j'ai beaucoup d'archives. Donc ça facilite les choses. Évidemment, pour quelqu'un qui va débuter, il va falloir un peu plus de temps. Puis tout dépend ce que l'on fait, tout dépend du sujet que l'on traite. Mais je vois par exemple un sujet, quand j'ai fait les 2 vidéos au moment du départ de Thomas Pesquet, voilà, j'ai écrit 2 vidéos qui faisaient chacune une dizaine de minutes. Je les ai écrites en petite journée. Parce que là, c'était un sujet que je connaissais, que je maîtrisais, et là, ça dépote. Il y en a, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus délicat. Sur les vaccins, je connaissais moins bien le sujet. Il faut vérifier. Justement, on est dans une période où, enfin, c'était au mois de janvier, où il y avait polémique. On est là sur un sujet polémique. Et il fallait faire attention, je voulais faire très, très attention à tout ce que je disais, que mes propos ne soient pas mal interprétés. Là, il faut plus de temps. Et c'est un sujet sur lequel une journaliste avait bossé. Moi, je reçois un sujet, alors je choisis le sujet, on choisit les angles. Ensuite, là, la journaliste avait travaillé sur le sujet. Je reçois le sujet, je le rebalaye, je le remets en forme, je détermine les illustrations et ensuite on tourne. Le tournage, c'est assez rapide. On tourne en 2-3 heures, une vidéo. Et après, le montage, c'est pas moi qui faisais le montage, mais Adrien qui est là, ça tombe très bien, qui était là au tout début, hein, je vous l'ai dit. Adrien a fait les premiers montages. Voilà, c'est une journée et demie en fonction du sujet. Après, il y a un truc, c'est que moi, vous savez, je fais des vidéos assez, c'est de la pédagogie. Donc, elles sont très écrites. Évidemment, il y a des youtubeurs qui écrivent beaucoup moins. Ils ont 2 idées et puis ça repose énormément sur l'impro. Moi, je ne travaille pas comme ça parce que je veux diffuser un contenu précis et je ne peux pas improviser. Bonjour. Bonjour. Marie de la chaîne La Boîte à Curiosités. Oui, bonjour Marie. Bonjour Jamie. J'avais une question assez spécifique. On t'a connu dans C'est pas sorcier et moi quand je pense à Jamie, je pense aux maquettes. Oui. Et en fait, quand tu as créé ta chaîne, j'étais étonnée de voir que tu as gardé ce truc hyper créatif, la diffusion des connaissances par l'objet aussi. Et du coup, je voulais savoir pourquoi tu n'avais pas lâché ça en créant, toi, tes propres contenus et en quoi l'objet, c'était important dans la diffusion des connaissances. Alors en fait, c'est pas l'objet en tant que tel, mais c'est que parfois, j'ai beaucoup insisté sur les mots tout à l'heure, mais parfois les mots ne suffisent pas. Il faut un support pour pouvoir illustrer le propos. Il faut se remettre dans le contexte du confinement. Je suis chez moi, dans mon jardin, j'ai un atelier au bout du jardin. Ma compagne est artiste peintre, elle adore bricoler. Il y a un atelier dans lequel il y a plein de choses. Et là, on se dit, voilà, on va détourner des objets, on va utiliser ce que l'on a sous la main pour expliquer. Donc, c'est juste ça. Et puis après, ça devient un petit jeu de détourner un objet, de transformer un saladier en demi-globe ou voilà. Ou d'utiliser mon chat comme support. Est-ce que ça répond à la question? Mais c'était pas, l'objectif n'était pas de faire comme C'est pas sorcier, mais je pense que mon personnage est un petit peu associé à ce type de support. Et puis encore une fois, il y a d'autres émissions. Dans le monde de Jamie, par exemple, je n'utilise pas du tout ce genre de support. Dans C'est Jamie, pas du tout non plus. Donc ça se prêtait bien à l'exercice. Tu parlais tout à l'heure de te mettre à la place de ton audience. Et justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui est ton audience sur ta chaîne? Quel âge ils ont? Est-ce qu'ils reviennent souvent, etc. Et est-ce que tu as été surpris au début, quand tu t'es lancé? Tu t'es dit, je vais je sais pas, parler juste aux jeunes ou alors une audience très générale, et les résultats t'ont surpris? Ou est-ce que c'est exactement ce à quoi tu t'attendais? Alors, je ne m'attendais
à rien. Autant te dire que je ne m'attendais absolument à rien. Quand ça a démarré, je crois qu'il y avait deux objectifs, il y avait deux motivations. C'était un, même si j'étais en cours d'écriture, de me dire on est coincé à la maison, j'ai pas envie de m'ennuyer. Et puis le deuxième truc, c'était de se dire waouh, il y en a qui sont coincés entre quatre murs. Est-ce que je peux faire un petit truc pour amener un petit rayon de soleil dans la journée? C'était les deux facettes de la motivation. J'ai été très surpris par les résultats. Les premières vidéos, je ne m'attendais pas, enfin on ne s'attendait pas du tout. Alors ça nous a motivés, bien évidemment. Après, à qui je m'adresse? Moi, je m'adresse, et je l'ai toujours fait, je m'adresse à des profanes. Et c'est important ça, parce que le profane, en fait, il n'a pas d'âge. Il a un niveau, en revanche. Qu'il ait 10 ans, 15, 20, 25, 30, 70, 90, 100, je lui parle de la même manière. Il n'y a rien de plus compliqué que de s'adresser à des enfants. Parce que vous ne parlez pas de la même manière à un enfant de 5 ans, à un enfant de 7 ans, à un enfant de 10 ans, à un enfant de 12 ans. C'est très, très compliqué. Moi, j'ai pris le parti de m'adresser à des profanes. Et le niveau est le même, quel que soit l'âge. De faire en sorte que mon propos il soit accessible avec un petit niveau. Et de faire en sorte que même des concepts complexes soient accessibles à un public qui a soit pas le niveau, ou soit qui l'a eu, qui l'a oublié, soit qui n'a pas envie d'avoir ce niveau. Voilà, je m'adresse aux profanes. Et de fait, dans l'audience, on s'aperçoit qu'il y a 18-44 le plus. Ouais, 18-35. 35-44. Ouais. Donc c'est assez mature, finalement. Mais je suis content, parce que je suis content de m'adresser à un public qui probablement avait regardé d'autres émissions par le passé, et qui aujourd'hui, il y a peut-être un petit côté revival, un petit côté nostalgie, mais il y a aussi des enfants, Ce qu'on voit sur YouTube, nous, c'est que finalement, ça s'est vraiment lissé ces dernières années. Donc, historiquement, c'était plus des jeunes qui étaient sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui vont être le plus engagés, qui vont s'abonner, commenter, etc. Mais en termes d'audience, quand tu regardes dans Analytics, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, en général, c'est plutôt lissé. C'est moins, tu vois moins des gros bar charts avec les plus jeunes qui ont qui sont la plus grande partie de ton audience. C'est une question du coup pas sur YouTube spécifiquement, mais tu parlais tout à l'heure aussi de contraintes de la télévision. Et aujourd'hui, maintenant que la France entière te connaît, qu'est-ce que t'apporte encore le format de la télévision en direct, qui passe à l'antenne? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de frontière marquée entre ces différents supports. Moi, ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir justement m'exprimer sur ces différents supports. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Je crois que quand il y a un Monde de Jamy qui est diffusé le mercredi soir, ce n'est pas le même public que celui qui est sur YouTube. C'est justement de pouvoir m'adresser à ces différents publics. Et aussi, quand je fais un documentaire pour France Télévisions qui va m'entraîner dans le cœur d'un volcan au Nicaragua, c'est une grosse machine. Et je ne pense pas que je pourrais, avec YouTube, mettre cette machine en place pour le moment. Voilà, ce sont des documentaires en plus qui sont réalisés pour être revendus à l'étranger, etc. C'est une autre machine, c'est une autre discipline. Une autre écriture aussi. Parce que moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est justement de pouvoir écrire pour ces différents supports. Écrire des formats de 7-8 minutes pour YouTube. Écrire des shorts. Écrire des longs quand on fait un 110 minutes. Écrire d'une manière encore différente quand je fais C'est Jamy. Voilà, j'ai la chance de faire un métier chronophage, mais un métier qui me plaît beaucoup. Voilà. Et j'ai la chance de pouvoir exercer justement cette écriture sur ces différents supports. Donc oui, ça m'apporte. Sans même regarder les audiences. Je vous le dis, le premier des plaisirs,
La première forme d'épanouissement, c'est avant de tourner, quand on a bâti le truc, quand on a écrit. Là déjà, je dirais que le tournage, c'est la cerise sur le gâteau. Mais 80% de l'épanouissement que l'on a, la transmission de la connaissance, personnellement, et ça n'engage que moi, c'est au moment de l'écriture. Une question. Je suis là. Je passe le micro. Sur ta chaîne, tu as lancé un nouveau format qui s'appelle Bien accueilli, il me semble. Bien reçu. Bien reçu, ouais. Voilà. Et est-ce que c'est un peu une manière pour toi de laisser un héritage, comme tu as dit? Tu as dit qu'on était tous un peu des héritiers. Et donc de donner de la visibilité à ces personnes et donc d'en faire peut-être tes héritiers plus tard? Alors c'est eux qui décideront. C'est eux qui prendront ou qui ne prendront pas. Mon objectif n'est pas de laisser une trace. En revanche, j'aime bien les challenges. C'est un exercice que je n'ai... Alors vous voyez, ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure. Je n'ai jamais fait cet exercice d'interview, de me retrouver face à quelqu'un qui... Et puis voilà, on va échanger pendant 1 heure. Alors après, on coupe, hein, c'est monté. Voilà un exercice que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas YouTube. Si j'étais allé voir n'importe quelle chaîne en disant ah, voilà, j'ai une idée, voilà, j'aimerais bien inviter des gens et puis les découvrir à travers une interview, on m'aurait dit non, vous n'êtes pas fait pour ça, monsieur. Fais des maquettes. Voilà. Vous, c'est les maquettes, voilà. Mais ça, non. Ben voilà. Avec YouTube, j'ai eu envie, je l'ai fait. Alors c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, on verra. Mais c'est ce qui est bien aussi, c'est-à-dire que si ça marche pas, ben j'arrêterai puis je ferai autre chose. Hein. Mais voilà, j'avais envie de tester cet exercice. Et puis, c'est bien aussi de temps en temps de poser des questions à d'autres. C'est-à-dire que la vedette, c'est celui qui est devant moi. C'est lui que j'ai envie de mettre en valeur. C'est lui que j'ai envie de faire découvrir au public. Et ça fait beaucoup de bien de se remettre à sa place. J'ai 2 questions. Tu parlais de ton équipe. Je sais qu'il y a Adrien, tu parlais de journaliste, tu parlais de monteur. Vous êtes combien en tout? C'est la petite question. Et la grosse question, c'est, je pense que dans la salle, on est beaucoup à être des vulgarisateurs sur YouTube. Tu aurais quel conseil pour nous? J'ai retenu que tu voulais qu'on prenne du plaisir dans les sujets. Mais t'en as d'autres? Alors, j'ai répondu pour pas oublier la deuxième. 1, choisir des sujets qu'on aime. 2, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous écrivez, quand vous préparez ce que vous... mettez-vous à la place du public. Mais ça, peut-être que vous le faites déjà. Mais je sais que moi, c'est hyper important. Je peux vous promettre que je suis en train d'écrire. J'imagine l'écran et je me vois dedans en train de dire des choses. Et je me dis non, là, c'est pas bon, c'est trop long. Faire des phrases, imposez-vous de vous relire, imposez-vous de vous dire non. C'est pas compréhensible. Expliquer, ce n'est pas que mettre des mots justes les uns derrière les autres. Expliquer, il faut qu'il y ait une petite musique, il faut qu'il y ait de l'envie, il faut qu'il y ait de la gourmandise. Faites des phrases courtes. Et quand vous vous relisez, n'ayez pas peur de rayer, recommencer. Je le fais encore. Ce matin encore, je l'ai fait. Ce matin encore, j'ai buté sur 3 phrases qui étaient trop longues. Et je me suis dit, si je le dis comme ça, il n'en restera rien. Alors j'ai recommencé. Puis je me suis arrêté. Et puis je ne trouvais pas. Et puis je me suis levé, j'ai pris un café. Et j'ai trouvé. Mais imposez-vous ce truc-là. Faites-en moins, mais faites-le bien. Faites-le mieux. Vraiment, vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Alors, on est combien? C'est très variable. Il y a un rédacteur en chef, il y a une journaliste scientifique, 2 ou 3 autres pigistes. Ça, c'est pour la partie rédaction. Parce qu'après, chacun va donner des sujets, chacun va choisir ses sujets. Il y en a qui ont plus d'aptitude pour traiter tel ou tel sujet. Et puis, en fonction aussi de l'emploi du temps de chacun. Hein. Et puis, derrière, il y a 3 cadreurs
qui tournent. En général, sur chaque vidéo, il y en a 2. Et puis, ce sont eux qui montent aussi. Alors donc ça, c'est toute la partie, je dirais, tournage des vidéos. Mais derrière, bon, il y a tout le travail que fait Adrien sur les réseaux. Où il y a aussi une gamberge, où les uns et les autres, on passe beaucoup de temps en réflexion. Il y a, je vous l'ai dit, Manuela, la petite caméra, mais qui organise tout ça et qui est vraiment mon deuxième cerveau. Et puis moi, je crois que j'ai oublié personne. Et après, il y a toute une équipe qui gravite de marketing et autres. Mais voilà, le noyau dans la phase, dans l'opérationnel, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, on est 7-8. Oui, tu vois, j'ai oublié Walid, j'ai oublié... après, il y a 2 ou 3 stagiaires avec qui on bosse. Salut Jamy, moi c'est Marion. Merci d'avoir pris le temps de venir ici pour nous. Tu as attaqué direct avec une grande leçon d'humilité par rapport aux petits points d'interrogation. Ça m'a vraiment marqué et je me suis rendu compte au fur et à mesure de la discussion que c'était quelque chose qui, je trouve, te différenciait beaucoup de personnes qui gagnent en célébrité, que tu arrivais à garder cette fraîcheur. Alors, je ne sais pas si c'est un résultat scientifique, le fait que plus les gens sont célèbres, plus ils prennent le melon. Pas tous. J'en connais des très célèbres qui n'ont pas du tout le melon. Alors, quel est le secret pour garder la tête froide? C'est de savoir pourquoi on fait les choses. On fait les choses. Je vous l'ai dit. Là, vous allez finir par penser que je radote. Tout simplement parce que qu'est-ce qui me fait triper? Je vous l'ai dit et je vous promets que c'est vrai. J'ai la chance d'aimer les mots. J'ai la chance d'aimer lire et j'ai la chance d'aimer écrire. Donc, ce qui me réjouit, moi, dans une journée, quand je finis une journée, que je suis content de ce que j'ai écrit, je suis bien. Mais parfois, j'ai pas réussi. Je peux vous promettre que les personnes qui m'entourent sont moins réjouies. Voilà. Je suis très exigeant. Et alors, je suis exigeant avec les autres, mais je suis aussi exigeant avec moi-même. Parce que je peux vous promettre que avant de dire... D'abord, je ne dis jamais c'est de ta faute. Jamais, Adrien. Je ne te le dis pas parce que je suis là. J'essaie de comprendre pourquoi on a fait une erreur. Mais souvent, je pense que c'est de ma faute. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas bien dit, pas bien expliqué, pas bien transmis. Mais encore une fois, le truc qui me fait triper, c'est d'écrire et c'est de finir. Vous voyez, ce soir, je vais rentrer, je vais remonter sur mon vélo, je vais rentrer chez moi, je vais me mettre à finir l'écriture d'un Sejami. Eh ben, ce soir, si je m'endors bien, c'est pas parce que je serais venu parler devant vous et faire le m'as-tu vu. C'est parce que j'aurais réussi à écrire un bon pré-générique de l'émission, une bonne conclusion, un truc qui envoie du bois et qui donne envie de regarder. Je crois que c'est une conclusion parfaite. Et puis tu nous dis un petit peu de manière subtile qu'il faut que tu ailles bosser. Donc, merci.